Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour faire un bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge 2025. Et je vais profiter de cette vidéo tout d'abord pour vous donner quelques petites informations. À savoir qu'à partir de ce mois-ci, je vais publier 2 vidéos par semaine. Une le samedi à 10 h comme d'habitude, comme celle-ci, et une autre le mercredi à 10 h aussi. Cette année, je ne fais pas de vlogmas quotidien, et j'ai bien fait parce que vous l'entendiez peut-être, mais je suis malade, et jusqu'à à peu près hier matin, j'étais pas du tout en état de filmer, je pouvais pas parler, je pouvais rien faire à part dormir et mourir en silence. Donc j'ai vraiment bien fait de ne pas me lancer dans des vlogmas quotidiens parce que ça aurait été un échec quasi instantané. Par contre, je me lance bien dans la publication de 2 vidéos par semaine pour décembre, pour les fêtes, mais aussi pour toute l'année 2026 au moins. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de vidéos, d'idées vidéos que je veux vous proposer et que je ne peux pas insérer dans mon planning avec une vidéo par semaine. Donc maintenant, vous allez avoir droit à 2 vidéos par semaine, mercredi à 10 h et samedi à 10 h. Et les vidéos que je ne peux pas vous inclure, c'est notamment les bilans de challenge saisonniers, comme celui-ci. Donc on en profite et on va faire un bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Et je pense qu'en fin de vidéo, on va faire aussi très rapidement un bilan sur ma pile à lire de l'automne, qui étaient 2 vidéos différentes. Et donc sans plus attendre, lançons-nous dans le vif du sujet. Et alors j'ai pas fait un bilan moi de mon propre côté avant de vous filmer cette vidéo, donc on va découvrir ça ensemble, mais je pense que ça n'a pas été un succès. On commence donc avec le premier menu qui était automne frissonnant, et la première catégorie c'était Monster Mash, avec les mots-clés Halloween, créatures, classique, comédie et danse. J'avais glissé le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde et Carmilla de Sheridan Le Fanu, et écoutez, bizarrement, j'ai lu les deux. On commence sur un grand succès. Je pense que ça va pas être tout le temps comme ça. Mais ici, 2 livres ajoutés dans cette pile à lire et 2 livres lus. Le portrait de Dorian Gray, je ne vous en ai pas encore parlé, ça vient dans la prochaine vidéo avec mon bilan de toutes les lectures du mois de novembre. Mais Carmilla, je vous en ai parlé parce que je l'ai lu toute fin octobre, je l'ai lu sur le 31 octobre. Et ça avait été une bonne lecture. C'est pas forcément le classique qui va me marquer, mais je suis quand même très contente de l'avoir sorti de ma palle et de l'avoir découvert. En plus, c'était un roman assez court avec une atmosphère un peu pesante, un peu angoissante, mais très prenante. Assez chouette, que je vous conseille, mais encore une fois, pas forcément une lecture qui va me marquer non plus. Pour la deuxième catégorie, seriez-vous capable de l'arrêter avec les mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. J'avais glissé 3 titres, sur les 3 je n'en ai lu qu'un seul. Je m'étais noté Dark Matter de Blake Crouch, La Prof de Freida McFadden et C'était notre maison de Marcus Cleaver. Alors C'était notre maison, il est de nouveau dans ma pile à lire, cette fois-ci du Cold Winter Challenge, et j'ai bien prévu de le lire avant la fin de l'année puisque vous me l'avez choisi comme lecture prioritaire dans la vidéo Book Haul des mois septembre et octobre, donc j'ai jusqu'à fin décembre pour le lire. Croyez-moi, ça va être fait. La Prof, je ne l'ai pas lu, mais j'ai bien lu Dark Matter de Blake Crouch. Et j'ai profité que Olivia de la chaîne Living Books l'avait elle aussi ajouté dans sa palle pour lui proposer qu'on fasse une petite lecture commune. Ça a été notre première lecture commune d'ailleurs. On s'est lancé, on l'a lu, on l'a bouffé et on a vraiment apprécié toutes les 2 cette lecture. De mon côté, c'était pas la première fois que je lisais du Blake Crouch et j'en avais gardé un souvenir absolument addictif avec la série Wayward Pines, et j'ai retrouvé ce côté addictif, ce côté on ne peut pas lâcher notre lecture avec Dark Matter. On est ici sur un thriller science-fiction avec un gros côté SF où on va suivre un personnage qui au début du roman se fait kidnapper à l'issue d'une petite fête où il se retrouvait avec des collègues. Et quand il se réveille, le monde paraît un peu bizarre autour de lui, ses collègues le connaissent parfaitement mais lui reconnaît personne. Et quand il veut rentrer chez lui, sa maison, c'est pas tout à fait sa maison. Sa femme, c'est pas sa femme, et son fils n'existe pas. Donc très bizarre. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette lecture, en plus du rythme qui est assez effréné où on a l'impression vraiment d'être dans un film d'action, et en plus du fait que tout ce côté SF il est assez vulgarisé entre guillemets par l'auteur parce qu'il nous fait gober des trucs absolument incroyables et nous on est comme oui oui. Moi ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'est que certes au début nous lecteurs on sait plus de choses que notre personnage principal parce que en tant que lecteur on a lu le résumé et on se doute bien d'où ça va aller, mais on enchaîne quand même les plot twists et je vous avoue que moi à la lecture j'étais comme une folle et vraiment j'arrivais pas à le lâcher. Donc très contente de l'avoir sorti de ma pile à lire et très contente de vous dire que je vais très certainement d'ici la fin de l'année, voire tout début 2026, ajouter d'autres Blake Crouch à ma pile à lire.
parce que de toute façon ils sortent tous en collection Totem à un moment ou à un autre. Il y a Upgrade que j'ai toujours pas acheté, qui est dans la collection Totem avec une couverture incroyable. Et si vous le savez pas, je vous le dis. Voilà les couvertures Totem, je suis en mode Pokémon, attrapez-les tous. Et il y a un autre Blade Crouch qui va sortir tout début janvier dans la même collection. Donc voilà, vous êtes déjà avertis, je vais continuer à lire du Blade Crouch parce que c'est trop bien. Je passe toujours un super bon moment avec cet auteur. Ensuite venait la catégorie ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec les mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art et œuvre française. Pas merci Guimauve pour l'avalanche de mots-clés. Mais j'y avais glissé le tome 2 des chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau qui était une relecture pour moi. Il s'intitule Le sabre des Sanada et il colle parfaitement aux mots-clés. Rien que œuvre française, puisque Camille Monceau est une autrice francophone, mais aussi pour tout ce qui est fatalité, deuil, fragment, secret, combat et un petit peu art. On est complètement dedans. Les chroniques de l'érable et du cerisier, c'est une série en 4 tomes. J'ai relu le tome 1 un petit peu plus tôt dans l'année, j'ai donc relu le tome 2 pendant son Pumpkin Autumn Challenge, et le but c'est quand même de découvrir enfin les tomes 3 et 4 pour compléter la série. Et j'ai bien fait de relire ce tome 2 parce que il se passe tellement de choses, j'avais oublié facile les 3/4 de tout ce qui se passe dans ce tome 2. C'est une série qui se passe dans le Japon médiéval où on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Ichiro, et au début du tome 1 quand on le rencontre, on suit son enfance et son éducation. Il est orphelin et il a été recueilli par un maître qui s'avérera plus tard être un guerrier assez exceptionnel. Donc lui, il a grandi assez isolé, caché, à l'abri de tout ce qui est mauvais. Et il va y avoir une avalanche d'événements qui va conduire Ichiro à quitter sa colline et à se confronter à un monde qu'il ne connaît pas. Le tome 1 était vraiment une régalade et le tome 2 est déjà un peu plus mature puisqu'Ichiro a encore grandi et il se trouve encore confronté à des choses de plus en plus dures. Et notamment à la guerre. Donc forcément le côté combat il est validé. Là aussi je vous en parle un peu plus dans mes bilans lecture du mois de novembre, mais sachez que je suis trop contente de l'avoir enfin relu. Pour la catégorie les songes maudits de Carmilla, avec les mots-clés vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle, j'avais mis 3 romans dans ma palle et je n'en ai lu aucun, j'ai pas eu le temps. J'aurais aimé lire le tome 3 de l'Empire du Vampire qui vient de sortir, enfin qui est sorti toute fin novembre, qui s'intitule L'Empire de l'Aube, et forcément vu le gros pavé des familles, je ne l'ai même pas encore commencé. J'avais aussi ajouté What Moves the Dead de T. Kingfisher qui est une série de très courts romans, mais je n'ai toujours pas réussi à mettre la main sur l'édition que je veux, donc je l'ai toujours pas dans ma palle physique. Et j'aurais aussi aimé lire A Diary of Blood qui s'intitule en français Dot de sang de S.T. Gibson, que je n'ai toujours pas sorti de ma palle. Pour le menu suivant, automne extraordinaire, la première catégorie pour rappel c'était La Bonne Auberge de la Pierre Levée, avec les mots-clés fantasy, quête, médiéval, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Là encore j'avais mis 3 titres mais j'en ai lu 2. Plutôt fière de moi. J'avais mis forcément un tome de l'Assassin Royal puisque pour rappel chaque mois on lit un tome de cette longue série à rallonge qui est Le Royaume des Anciens écrit par Robin Hobb. Donc ça c'est fait et tous les mois je vous parle de la lecture qu'on a fait. Donc vous pouvez retrouver mes avis lecture dans la barre d'informations comme d'habitude sous la vidéo. J'avais aussi glissé Les Vaisseaux d'os de R.J. Baker, une fantaisie maritime avec des dragons et des combats, et je ne l'ai toujours pas sorti de ma palle, je suis dégoûtée. Par contre j'avais aussi mis Excalibur tome 1, La Fabrique des Rois, qui est écrit par Gabriel Katz et qui fait partie de la sélection du prix Babelio Imaginaire. Et je vous en parle plus en détail dans la vidéo qui lui est dédiée, qui est en cours de tournage pour ma part. Mais sachez que ce n'est pas un titre que je vous recommande. Loin de là. Mais avec ce roman, j'ai quand même validé les mots-clés quête, médiéval et voyageur. La catégorie suivante, c'était chaudron, foudre et clair de lune, avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Là encore 3 titres, mais je n'en ai lu qu'un seul. J'y avais mis The Bewitching de Silvia Moreno Garcia, un livre en VO que j'ai dans ma palle depuis le mois d'août, je crois bien. Toujours pas lu. La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, c'est toujours pas lu, mais c'est aussi en projet puisque ça fait partie de ce fameux vlog de la sélection du prix Babelio Imaginaire dont je viens de vous parler. Par contre j'ai bien lu Les Sorcières du Phare de C.J. Cook, un titre que j'ai lu dans une vidéo 24 heures lecture, donc pareil je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos et très certainement juste ici. J'ai une chance sur 2 de me planter.
Avec ce roman, j'ai quand même validé les mots-clés fantastique, magie, sorcière, amour et famille. Et c'est un roman que j'ai quand même bien aimé. J'ai pas eu un coup de cœur, mais ça reste un roman que je peux vous recommander parce que j'ai beaucoup aimé surtout l'ambiance. Ça se passe en Écosse et on a 2 temporalités, enfin on a même 3 temporalités différentes. 2 qui sont plutôt récentes, on en a une en 2021 si je me trompe pas. C'est juste après la pandémie. On en a une autre en 1998 et une autre dont je tairai la date parce que ça fait partie un peu du... pas forcément d'un plot twist mais une petite révélation. Dans les 2 temporalités principales, donc 2021 et 1998, on va suivre une famille constituée d'une mère et de ses 3 filles qui viennent de s'installer sur l'île où se passe l'intrigue. Et en 2021, on va suivre la seule survivante de cette famille de 4 personnes. Parce qu'il s'avère que les 3 autres personnes sont portées disparues. Mais très vite, l'une des sœurs qui avait disparu en 1998 réapparaît en 2021. Sauf qu'elle réapparaît, elle a toujours l'âge qu'elle avait quand elle a disparu en 98. Et vous vous en doutez bien, on va avoir une intrigue avec de la magie et potentiellement de la sorcellerie. J'avais beaucoup aimé, il y avait 2-3 petites choses que je trouvais peut-être un petit peu tirées par les cheveux ou pas assez approfondies. Mais globalement, c'était une bonne lecture. Pour le cercle de la comté, avec les mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble, j'y avais glissé 2 livres et je n'en ai lu aucun. J'avais mis le tome 3 du Club des amateurs des romans policiers de C.A. Larmer qui s'intitule Meurtre sous les étoiles. Et c'est pas lu. Et j'avais aussi mis le tome 3 des chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, L'ombre du shogun, que je n'ai pas encore sorti de ma palle. Donc cette catégorie est un échec. Et la suivante, c'est pareil. Je suis quand même dégoûtée parce qu'avec les 3 titres, j'aurais pu en lire un, mais j'ai juste pas eu le temps. C'était la catégorie latte où il fallait lire un livre à la couverture beige ou marron. J'y avais mis La guerre du pavot de R.F. Kuang, pas lu. Les vaisseaux d'os dont je vous parlais un petit peu plus tôt, pas lu. Et l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, pas lu. Et enfin pour le dernier menu, automne rayonnant, avec la première catégorie, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, avec les mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. C'était Clytemnestre de Costanza Casati que j'avais ajouté à ma palle et qui faisait aussi partie du Music and Books Challenge du mois de septembre. Donc il tombait très bien, ça tombait à pic. Et figurez-vous que je l'ai lu et malheureusement je n'en ai pas gardé un souvenir transcendant. Ce qui était assez dommage parce que tout ce qui est réécriture de mythologie en général ça me plaît beaucoup. Surtout quand on s'intéresse à des personnages qui sont quand même régulièrement laissés de côté. Comme le personnage de Clytemnestre, qui a quand même son importance dans le mythe de la guerre de Troie. Donc j'étais très contente de découvrir l'histoire via son point de vue. Mais je vous avoue que le style d'écriture, moi, il m'a pas vraiment emballé. Je pense pas pouvoir dire que j'ai frôlé la panne de lecture avec ce roman, mais pour tout vous avouer, j'avais quand même vraiment du mal à reprendre ma lecture parce que j'étais saoulée. Je me suis pas du tout attachée au personnage, je les détestais pas non plus, mais comme il y avait aucun attachement et que j'étais un peu saoulée de cette histoire, je suis quand même allée jusqu'au bout, mais vraiment pas un très bon souvenir. Là aussi je vous en parle un peu plus en détail dans la vidéo bilan des lectures de septembre. Pour ma meilleure ennemie, avec les mots-clés dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk, là aussi 2 titres, mais j'en ai lu un. J'avais prévu de lire La Cité des Miracles, le tome 3, le tome final des Cités Divines de Robert Jackson Bennett. C'est toujours pas lu. Et il fait partie de ma palle du Cold Winter Challenge. Par contre, j'ai bien lu The Will of the Many de James Isington. Et là, j'ai un vlog complètement dédié à cette lecture que je vous recommande d'aller voir, notamment pour ma réaction quand je suis arrivée à la fin de ce tome 1, qui était assez exceptionnel, je dois avouer. J'avais pas vu venir cette fin, comme beaucoup de monde à la lecture. Et globalement, ça reste un livre que j'ai beaucoup aimé, mais c'est surtout un livre que j'attendais depuis extrêmement longtemps. Je l'ai attendu pendant 2 ans avant qu'il sorte en français. Et c'était vraiment une de mes lectures anticipées de tous les temps. J'attendais que ce soit un coup de cœur phénoménal, ça ne l'a pas été malheureusement, mais ça reste une très très bonne lecture que je vous conseille. Surtout si vous aimez tout ce qui est high fantasy avec un world building très très élaboré, d'autant plus qu'ici on est parachuté dans un monde version Rome antique.
incroyable. J'adore vraiment ce world building est phénoménal. Mais j'ai quand même eu 2-3 petites choses à reprocher à l'auteur. On se refait pas. L'avant-dernière catégorie, c'était pour nous qui avons besoin de souffler avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Là encore 2 titres et je n'ai rien lu. La nuit du Tengu qui est le tome 4 des chroniques de l'érable et du cerisier. Forcément j'ai pas lu le tome 3 donc j'ai pas lu le tome 4 non plus. Et j'avais aussi mis Parmi les fleurs bruissent les secrets, un roman d'Adrienne Young qui s'intéresse aux familles, aux relations familiales et à une potentielle malédiction dans la famille. Donc là c'est pareil, je ne l'ai pas lu. Et la dernière catégorie, rester tout le temps avec Brindille, avec les mots-clés amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. C'est le monde à l'envers, j'ai mis 2 titres et j'ai lu les 2. J'avais mis Minuit passé et Agence Perdido, tome 1, les derniers retrouveurs de Victor Dixon. C'était 2 titres que j'avais prévu de lire pour la vidéo Babelio, où je lis les lauréats du prix Babelio. C'est une vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne, qui fait presque 1h30, donc je vous conseille d'aller la voir, mais je vous conseille aussi de prévoir un petit peu des boissons chaudes et des snacks. Mais sachez que c'est quand même 2 titres que j'ai beaucoup apprécié, ce qui est assez étonnant parce que c'est quand même une BD et un roman jeunesse, et ni l'un ni l'autre ne sont des supports que j'apprécie particulièrement. Donc au niveau global, sur toute la pile à lire que j'avais prévue pour le Pumpkin Autumn Challenge et les livres que j'ai lus, on est quand même sur un rapport assez mitigé. J'aurais pu lire plus, mais c'est quand même pas trop mal. Par contre, si on fait un point par catégorie et par menu, j'ai quand même validé quasiment toutes les catégories. Sur les 12 catégories du Pumpkin Autumn Challenge, il y a uniquement 4 catégories que je n'ai pas validées. Donc on peut quand même considérer que mon Pumpkin Autumn Challenge a été validé aux 2 tiers. 70% du pack, c'est quand même pas mal. Je suis assez fière de moi finalement. Mais je vous avoue que je regrette de ne pas avoir lu certains titres, notamment Les Vaisseaux d'os. L'Empire de l'Aube, n'en parlons pas, mais je sais que je vais y passer 2 semaines. Et j'aurais aimé avancer un petit peu plus sur ma relecture découverte des chroniques de l'érable et du cerisier. Mais ça va se faire, ça va se faire. Ne paniquons pas. Et si on fait un retour sur ma pile à lire de l'automne, j'ai lu uniquement 8 titres sur tout ça. Je suis quand même contente parce que dans cette palle il y a quand même pas mal de lectures qui étaient en anglais, où je savais que ça allait être compliqué de les sortir parce que je lis extrêmement lentement en anglais. Et on va se l'avouer, il y a aussi énormément de titres dans cette palle qui sont des reliques, qui sont là depuis plusieurs années et que je les traîne. Donc certes, 8 titres sur tout ça, c'est quand même pas exceptionnel. Vous pouvez voir les coches que j'ai fait sur les titres que j'ai lus, donc il y en a vraiment pas beaucoup comparé à toutes les lignes remplies. J'aurais pu mieux faire, mais c'est pas un drame, c'est pas un drame, ça me fera une base déjà assez bien remplie pour le pack 2026. On arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et j'aimerais bien aussi que vous me disiez si vous avez fait une pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge ou une pile à lire de l'automne. Quels sont les titres qui vous ont le plus marqué sur cette saison automnale? Parce que moi, pour ma part, il y en a 3 qui vraiment sortent du lot. Il y a évidemment Dark Matter de Blake Crouch qui a été une pépite, mais aussi Agence Perdido tome 1, les derniers retrouveurs, que je m'attendais pas du tout à apprécier autant. Et pour tout vous dire, le tome 2 est dans ma palle du Cold Winter Challenge. Vraiment une très bonne surprise. Et en 3e position, The Will of the Midi de James Islington. Parce que même si j'étais un petit peu déçue, ça reste quand même une très bonne lecture. Donc surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, et comme d'habitude si vous ne souhaitez pas écrire de commentaires, vous pouvez toujours me laisser un emoji, et cette semaine on va y aller avec un emoji étoile. Quant à nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye.